J'attends mon dragon. J'attends la PC des moments avec moi, j'attends que les faire de la papille dans la bain. Par contre, tu vas beaucoup temps. C'est pas pour les faire sur la main. Silence! Ah, je sais pas si ça va être faire. Ouais. Il va s'énerver sinon. Voilà. Merci Alain. Ça va être rapide, rassurez-vous. Juste un tout petit mot avant de lancer cette keynote. On a demandé en fait aux différents speakers de vous présenter leurs ateliers et leurs conférences juste après la keynote. Alors ça va être rapide, hein, c'est un petit pitch de 2 minutes. Mais si vous voulez avoir une idée, vous projeter en fait sur les conférences dont vous avez à la dispo, restez quelques minutes après cette keynote. Voilà. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien après cette heure de déjeuner. J'espère vous garder en forme et motivé pour enchaîner avec le reste de l'après-midi. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui des clés d'une stratégie simple et efficace. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu une de ces phrases dans votre environnement? La première, la stratégie, oui, on a un séminaire en début d'année, puis après, on n'en entend plus vraiment parler. Moi, je ne comprends pas vraiment la vision. En fait, on n'a pas vraiment de stratégie. Et la dernière, bon, on nous impose la liste des projets, on a une feuille de route qui est calée à l'année, et puis on n'a pas le choix. Voilà. Eh bien, les conséquences de ça sont assez désastreuses, et je vais vous en présenter un certain nombre. Parce qu'une mauvaise stratégie, ça peut amener des choses qui ne nous permettent pas à la fin d'atteindre ce que l'on aimerait, c'est-à-dire réussir nos enjeux business, la valeur qu'on veut apporter. Alors la première conséquence que l'on va rencontrer, ça va être le désengagement des collaborateurs. En fait, si on n'a pas de stratégie ou si on n'a pas une stratégie claire, on ne va pas avoir de sens. Les actions que l'on va faire, on ne va pas savoir pourquoi on les fait et quelle est la valeur de celle-ci. On va attendre de nous généralement une simple exécution de ce que l'on fait. Et puis, on va nous demander de changer de sujet sous prétexte d'un changement stratégique généralement. Et donc, ça va faire des switches très réguliers. Deuxième situation qui arrive quand on a une problématique de stratégie, ça va être la complexité des processus de décision. Généralement, une mauvaise stratégie, pas stratégie ou une stratégie pas comprise emmène au fait que tout doit être fait pour le lendemain. Généralement, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a crié très fort, ça monte sur le haut de la pile et hop, on doit le faire au plus tôt. L'autre symptôme assez fort, c'est que généralement, pour arriver à prendre une décision, le processus va être très lent. Il va y avoir énormément d'intermédiaires, voire une incapacité à prendre une vraie décision, et donc finalement, le sujet ne va pas vraiment être adressé. Et dernière situation, tout a le même niveau de priorité. Alors, sous des mots différents, on va dire que c'est urgent, important, prioritaire, niveau 0. Et à la fin, en fait, les gens ne savent pas quoi choisir et tout est dilué dans un certain nombre de priorités qui sont les mêmes. Dernière conséquence, cette situation nous amène à ignorer quels sont les problèmes qu'on doit vraiment résoudre. En fait, on va passer à côté de quelque chose qui est important. Sans stratégie, on ne sait pas où est-ce qu'on doit aller chercher. Et il va y avoir une sorte de dilution des recherches des problématiques selon notre expertise métier dans l'entreprise, notre département et notre propre interprétation. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les projets qu'on fait, les initiatives qu'on mène, les produits qu'on développe, on peut passer à côté finalement de la notion de valeur et on ne va pas assez opposer l'injonction qui nous arrive avec la demande par rapport à la valeur que ça va avoir pour l'entreprise, pour le produit, pour le business. Alors mon souhait, c'est qu'à la fin de cette keynote, vous ayez des outils en main, une autre approche pour essayer de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Alors je vais me présenter. Moi, c'est Tiffany Vinet. Je suis dans le produit depuis plus de 12 ans. J'ai eu l'occasion de travailler avec plus d'une vingtaine d'entreprises autour de la notion de stratégie. C'est un des sujets qui m'amène aujourd'hui. Ma spécialité, c'est la partie culture produit. Comment est-ce qu'on développe un mindset produit avec une stratégie produit, une organisation produit. Comment on pilote par l'impact. Un de mes sujets chouchous, ça va être les OKR. J'ai pas mal publié dessus et j'en parle souvent. C'est un prétexte pour parler de choses bien plus importantes, mais ça nous permet de créer de jolies conversations. Voilà, donc j'espère vous partager
pas mal d'apprentissage aujourd'hui et une des capacités à pouvoir les mettre en œuvre chez vous dès demain. Ce serait l'idéal. On va commencer par une définition de ce qu'est la stratégie. Alors, j'ai fait une curiosité, j'ai ouvert le dictionnaire et c'était assez intéressant parce que finalement, la stratégie, si on regarde la définition du dictionnaire, on va être sur l'art de la guerre. Il y a vraiment quelque chose de la stratégie militaire, c'est ce qui revient en premier. Alors, j'ai creusé un peu plus parce que du coup, ça m'embêtait, c'était pas tout à fait la réponse que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui. Et finalement, la stratégie, ça sert à fixer un cap, à se donner un but à atteindre pour permettre de faire des choix sur différents pans, les initiatives, les ressources, les compétences dont on a besoin. Et c'est l'association de ces choix avec le but fixé qui va devenir un art. Et l'art, il va être spécifique à chaque proposition de valeur de chacun de votre écosystème, de chacune de vos entreprises. Alors aujourd'hui, je vous partage un constat. Ce constat, c'est que les équipes, généralement, n'opèrent pas une vraie stratégie. Elles sont silotées, elles ont des difficultés à se parler entre elles. Elles naviguent souvent avec des injonctions et des impératifs qui viennent court-circuiter leur quotidien. Elles ne sont pas forcément toujours alignées entre elles. Et parfois, j'ai pu constater qu'on confondait la notion de stratégie avec des frameworks et des méthodologies. En l'occurrence, souvent on vient me dire « Viens mettre en place des OKR, on va faire de la stratégie avec ça ». Et là, ce n'est pas tout à fait une réalité. Donc mon but aujourd'hui, c'est aussi de vous donner un peu plus de visibilité sur ce que moi, en tout cas, dans mon quotidien et dans ce que je pratique, j'entends par la notion de stratégie. Alors on va commencer par les erreurs. Quelles sont les erreurs que j'ai pu au plus souvent rencontrer? La première, c'est une absence de stratégie claire. Alors, généralement, on peut avoir une vision, on peut avoir des paroles, on peut avoir aussi des decks de slides extrêmement conséquents qui vont être présentés pendant des sessions d'1h30 descendantes. On va nous présenter beaucoup d'éléments, de contexte, d'informations, mais qui ne sont pas vraiment une stratégie. Et ce qui va être le résidu de ça, c'est que les gens vont sortir de ce type de présentation avec une interprétation, une compréhension à leur niveau, mais absolument pas partagée et pas capable finalement d'être alignés à l'issue de ça. Deuxième erreur qu'on rencontre souvent, c'est une feuille de route qui peut être beaucoup trop opérationnelle. Alors, on va avoir une roadmap très précise qu'on devra généralement définir au mois d'octobre de l'année d'avant, sur laquelle on va devoir s'engager pour l'année à suivre. Alors, je caricature, bien évidemment, il y a des sujets de budget, il faut bien évidemment anticiper un certain nombre de choses, on en a conscience. Pour autant, se dire que celle-ci qui a été fixée, c'est la bonne et c'est la seule à suivre, c'est là où il y a potentiellement un petit peu de problématiques. En produit, on va nous donner un nombre de features, de fonctionnalités à développer. De la même manière, on va empiler les sujets au fur et à mesure et pas forcément s'assurer de la valeur qu'elles délivrent et de l'usage et qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet apprentissage-là. Globalement, on ne se pose pas vraiment la question de comment est-ce qu'on prend des décisions en cours de route dans l'année pour ajuster, pivoter et décider de faire autrement. Et ça, c'est une problématique parce qu'on peut se retrouver à avoir investi du temps, de la ressource, de l'énergie, des compétences à un endroit qui, au final, n'apporte pas la valeur et on va mettre une durée bien trop longue pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. En fait, dans ce type d'approche-là, par la stratégie, par une feuille de route opérationnelle, on se pose souvent la question du quoi, sans revenir au pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Troisième erreur, la confusion entre l'opportunité et la stratégie. Sur un certain nombre de business, on se dit qu'on est des business d'opportunisme, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe sur le marché, on va saisir l'opportunité et donc on va ajuster au fur et à mesure. Encore une fois, je caricature, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant d'écouter le marché et d'ajuster en cours de route. Ce qui est problématique ici, c'est qu'on va ne pas écrire de stratégie en se disant qu'on va être opportuniste tout au long de l'année, sans donner un cadre aux équipes, sans donner une ligne de conduite aux équipes. Du coup, on demande aux gens de s'adapter au jour le jour, ce qui devient fatigant et ce qui amène les différents symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec cette erreur-là, c'est que quand on a des clients qui crient fort, on va prendre le client qui a crié le plus fort et qui paye le plus, et on va se dire que son sujet, sa demande devient prioritaire. Encore une fois, ce qui est intéressant et ce à côté de quoi on passe, c'est se dire est-ce que cette demande, quelle est la valeur business pour notre écosystème ? Est-ce que c'est intéressant de prendre sa demande? Est-ce qu'il y a un risque? Et peut-être que oui, c'est notre client qui a le plus d'investissement auprès de nous et c'est important
d'aller chérir ce client-là et de faire en sorte de lui apporter des réponses. Pour autant, peut-être que cette demande-là, elle apporte très peu de valeur pour notre écosystème et notre business, et donc ça devient peut-être un risque d'investir sur celle-ci. Et souvent, on ne prend pas le temps de répondre à ces questions-là. Et on ne prend pas de recul. Quatrième erreur, le manque de suivi. Dans cette situation-là, on a essayé de bien faire les choses. On a essayé de poser une stratégie, on a essayé de la mettre au clair. Pour autant, on ne s'est pas assuré qu'elle soit comprise. On ne s'est pas assuré de comment est-ce que cette stratégie qui est partagée, les équipes, les managers, les product managers se disent « Ok, comment est-ce que moi, dans mon périmètre, avec mon expertise, je vais faire en sorte de me l'approprier ?» On a donné la stratégie à un instant T. On va laisser passer l'année, et puis vers le mois d'octobre-novembre, on va dire aux équipes, au fait, la stratégie qu'on vous a communiquée en janvier, qu'est-ce que vous avez fait dessus? Et là, les équipes, en plus de leur travail, en plus de leur quotidien, vont faire un énorme pas de côté et vont essayer de raccrocher ce qui s'est passé dans l'année, vont faire des hypothèses parfois un peu tordues pour arriver à argumenter le pourquoi du comment, ce qu'ils ont fait dans l'année répondait à la stratégie. Et donc ça amène peu de sens, et généralement, ça amène de la fatigue et du stress pour les équipes. Petite citation que j'aime bien de Winston Churchill, que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas d'en regarder le résultat. Et j'aurais envie de rajouter, il manque une chose dans cette citation, c'est la notion de régulièrement. C'est bien de faire une bonne stratégie, en tout cas de la poser, de la communiquer, mais regardons le résultat, et ça régulièrement dans l'année, pour pouvoir décider. Dernière erreur, le manque de moyens. On a posé la stratégie, on l'a clarifiée, on a dit aux équipes, on a donné des éléments qui sont factuels. Pour autant, on ne s'est pas soucié de leur capacité à venir adresser cette stratégie-là. Oui, il va falloir qu'on fasse tout. Il va falloir qu'on fasse ce qu'on avait commencé à faire en fin d'année d'avant, qu'on finisse nos projets, puis qu'on fasse les nouvelles idées de la stratégie, puis qu'on réponde aussi aux injonctions qui vont tomber au fur et à mesure de l'année. Eh bien ça va rendre des équipes qui vont être débordées. On ne va pas vraiment se soucier... Est-ce qu'elles ont les moyens? Est-ce qu'elles ont les compétences? De quoi elles auraient besoin? Est-ce qu'on va prendre en compte la pérennisation de la qualité de service qu'elles avaient l'année d'avant? Est-ce que toutes ces questions-là vont être répondues? Non. Malheureusement, on va juste leur dire ça c'est la stratégie, maintenant, débrouillez-vous. Et souvent, ça amène des managers, des product managers, des chefs de projet qui viennent négocier des budgets, qui se battent tout au long de l'année pour faire valoir leurs droits, leurs besoins, pour pouvoir arriver à tenir cette stratégie-là. Et la réalité, c'est que finalement, on ne remet pas vraiment en considération la notion d'organisation. Et est-ce qu'on est vraiment correctement organisé pour pouvoir vivre cette stratégie et pour pouvoir la faire vivre? Voilà. Donc ça, c'était les 5 erreurs les plus communes. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question à vous. Et chez vous, quelle est l'erreur que vous avez le plus rencontrée dans vos écosystèmes ou dans l'écosystème dans lequel vous êtes aujourd'hui? Si vous deviez prendre une seconde, donc je vais vous laisser une seconde pour réfléchir à ce que vous avez plus souvent rencontré. Ou à celle que vous rencontrez aujourd'hui. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui la stratégie de l'écosystème dans lequel vous vous trouvez ? Je vous laisse une seconde pour y réfléchir. Pour ceux à qui la réponse oui est venue, ma question c'est vous en parlez tous les combien de cette stratégie ? Alors, tous ceux qui ont répondu oui à la deuxième question et qui en parlent à minima tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, est-ce que vous pouvez lever la main ? On a 5-6 personnes qui ont levé la main. Alors, sachez que vous faites partie d'une minorité. Une minorité d'écosystèmes dans lequel vous parlez régulièrement de votre stratégie. Et l'enjeu d'aujourd'hui, pour moi, c'est d'essayer de vous outiller au maximum pour que vous puissiez en parler demain avec vos équipes, avec vos collègues, avec vos managers, pour pouvoir faire bouger les choses. Mais pour ça, ce qui va être important à avoir, c'est qu'il va falloir qu'on fasse différemment. Pour pouvoir avancer mieux, il faut avoir plus de sens. Et pour ça, il va falloir que, ensemble, vous vous challengez sur un point. En fait, je fais l'hypothèse que dans cette salle,
80% des personnes ont à peu près la même croyance qui est limitante. Cette croyance limitante, c'est que moi, à mon niveau, c'est pas mon job de faire de la strat. C'est celle de mon boss. Eh bien, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire, en fait, à votre niveau, vous pouvez faire de la strat. Alors oui, pas au niveau de l'entreprise, sauf si vous êtes fondateur de cette entreprise, mais à votre niveau, vous avez la capacité de définir la stratégie par rapport à votre périmètre. Quel est le bénéfice à faire ça? Quel est le bénéfice à créer cet espace-là? C'est parce que vous allez créer donc des conversations. Vous allez pouvoir poser un statu quo qui va être partagé et partageable. Vous allez pouvoir piloter les choses différemment et redonner de l'empowerment à ce que vous faites avec des choses beaucoup plus factuelles. L'enjeu de tout ça, c'est de permettre de sortir d'une notion juste de ressenti pour pouvoir ramener du factuel à la conversation et pour pouvoir avoir des débats basés sur des choses concrètes. Et puis, de vous donner un peu plus de maîtrise sur votre environnement. Alors, est-ce que vous êtes OK? Est-ce qu'on essaye de s'enlever de cette croyance limitante et de se dire que chacun à votre niveau, vous pouvez faire de la stratégie, que ce soit sur votre expertise métier, que ce soit sur votre projet, sur votre produit, sur votre équipe, département, service. Vous avez une capacité à ce niveau-là, dans ce périmètre-là, à créer une stratégie. Maintenant, je vais vous donner quelques étapes pour arriver à le faire sereinement. Première étape, il faut s'organiser. Déjà, demain, si vous devez écrire la stratégie de votre environnement, en tout cas à votre niveau, combien de temps vous avez envie d'allouer à ce sujet? Parce que ce sujet, il va vous prendre du temps, on ne va pas se mentir. Il va vous prendre du temps pour le définir, la construction de votre stratégie, puis ensuite il va falloir le communiquer, le partager, puis ensuite il va falloir le piloter tout au long de l'année, et enfin il va falloir mesurer. Alors tout ça, ça va vous demander du temps. Vous êtes en capacité d'investir combien de temps? 4 heures, 3 jours, 1 semaine sur l'année? Ça va être une question qui va être fondamentale. Ensuite, est-ce que vous le faites seul ou est-ce que vous le faites accompagné? Encore une fois, les deux options fonctionnent. Mais c'est important de se poser la question. Et si vous le faites à plusieurs, vous mettez qui autour de la table? Comment vous vous organisez? Et ces personnes-là, elles ont envie de s'investir à hauteur de combien de temps? Ça va être des sujets importants à partager avec eux. Et puis, si vous êtes plusieurs, qui c'est qui anime? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un tiers facilitateur? Et comment est-ce que vous organisez ces points-là? Si vous avez déjà des réponses à ces premières questions, vous pouvez passer au step 2. Si vous vous lancez trop vite au step 2 sans vous être posé ces questions-là, vous risquez de vous-même créer de la déception ou d'investir du temps sur quelque chose que vous ne pourrez pas suivre. Et parfois, c'est OK de ne pas pouvoir démarrer demain. Vous pourrez peut-être démarrer dans 4 mois. Et ça, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez quels sont les moyens que vous avez pour vous lancer. Deuxième étape, votre contexte et le cadre. Alors, j'ai commencé par le contexte. Comme je vous l'ai dit, chacun à son niveau, on peut faire de la strat, mais ça veut dire quoi son niveau pour chacun d'entre vous? C'est quel périmètre? Quelles sont les informations que vous avez? Est-ce que vous avez des insights au niveau de votre management, de vos directions, de la maison mère, de vos investisseurs, en fonction de qui vous êtes dans la salle? Ça ne va pas forcément être les mêmes personnes. Quel est votre mandat et votre capacité d'influence? Où est-ce que vous êtes autonome et où est-ce que vous ne l'êtes plus? Ça va être important que vous soyez très au clair là-dessus. Si vous voulez construire votre stratégie avec vos collègues, vos collaborateurs, ça va être intéressant qu'ils se posent aussi ces questions-là pour que vous vous aligniez au moment où vous la créez. Déjà, juste d'avoir cette conversation va vous permettre de créer de l'alignement et de déverrouiller des choses assez chouettes. Faites-moi confiance. Ensuite, le deuxième point, c'est le cadre. Alors le cadre, il s'avère dès lors que vous êtes plusieurs. C'est comment vous décidez. J'enfonce peut-être des portes ouvertes aujourd'hui et il y a peut-être des choses qui vous semblent totalement évidentes dans ce que je vous dis. Pour autant, si on ne se met pas au clair sur la notion de protocole de décision dès le démarrage, à un moment donné, on aura beau essayer de poser les choses, on n'arrivera jamais à converger. Alors, je balaye rapidement les différents protocoles de décision. On peut avoir la notion de consensus où tous les membres du groupe sont d'accord en ayant eu une recherche assez approfondie. La notion de consentement où on se dit que ceux qui sont contre, s'ils n'ont pas de proposition meilleure, eh bien du coup, ils consentent à la décision qui a été posée. On va avoir la notion de majorité. Et là, même ceux qui ne sont pas d'accord, s'ils ont une autre solution, s'ils sont minoritaires, eh bien, ce ne sera pas leur proposition qui sera retenue. Aussi, la notion de compromis, généralement, elle est beaucoup moins satisfaisante puisqu'on arrive sur quelque chose où on a fait des pas de côté. Pour autant, si c'est la méthode de décision du collectif, il faut se le dire. Et puis la dernière que j'ai en tête, qui n'est pas forcément idéale, mais qui est réelle dans beaucoup d'écosystèmes, c'est plus autoritaire. C'est là, on a quelqu'un qui a le dernier mot et qui a un pouvoir. Alors, parfois, ça peut être le manager, parfois, ça peut être un tiers. Pour autant, si c'est comme ça que le collectif doit décider,
C'est important qu'on se le dise dès le début. Au moins, il n'y a pas de friction après, on travaille et on avance en toute transparence. Maintenant qu'on sait le temps qu'on veut y allouer, avec qui on le fait, qu'on sait un peu sur quel périmètre on va envie de l'écrire et puis comment est-ce qu'on va décider ensemble si on y va à plusieurs. Troisième étape, on va commencer à écrire nos stratégies. Alors, on va écrire sur cette première partie 3 choses. On va d'abord récupérer la notion de vision. On va récupérer ce qu'on a comme élément, la vision de l'entreprise, ses piliers, ses valeurs. Si on n'a pas ces infos-là ou si ce n'est pas des choses qui sont posées, mais c'est quoi notre niveau, notre vision à 3-5 ans, quelles sont nos valeurs, quels sont nos piliers. En produit, on peut même y apposer ici notre North Star. C'est un petit peu les éléments moyen-long terme qui vont nous permettre d'avoir un cadre un peu large. Et puis ensuite, on va y apposer 2 autres choses. On va y apposer un axe stratégique et un terrain de jeu. Je m'explique. On se dit qu'on a une vision à 3 ans qui est posée. Pour autant, en 2025, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les axes stratégiques qui sont nécessaires d'être adressés en 2025? Mais une fois qu'on a posé un axe stratégique, ensuite, les équipes peuvent interpréter. Elles peuvent partir dans plein de sens différents. Et le terrain de jeu va être là pour poser un cadre. Alors, je vais vous donner des exemples pour factualiser un peu mon propos. Premier exemple, on veut améliorer la performance pour une croissance durable. Notre terrain de jeu va être de travailler et de pérenniser l'existant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mettant un terrain de jeu stratégique, on est en train de dire aux équipes, cette année, on ne va pas essayer d'aller ouvrir de nouveaux marchés. On va essayer de travailler sur comment on fait mieux ce qu'on sait déjà faire. Et en termes de focus et en termes d'alignement naturel de l'ensemble de l'écosystème, ça va être beaucoup plus simple. Deuxième exemple, on veut développer l'autonomie des collaborateurs. Donc là, on est plutôt sur une stratégie avec un axe de développement de maturité interne. Eh bien là, notre terrain de jeu va être les produits en cours de développement et les futures mises en marché. On va estimer que toutes les équipes qui sont sur des produits qui sont déjà en prod ne vont pas être dans le périmètre de cette année. Et c'est OK. Il faut faire des choix. Et c'est notre responsabilité quand on pose une stratégie de faire des choix dès le niveau stratégique. Troisième et dernier exemple, on veut renforcer la fidélité de nos clients sur notre offre. Eh bien, on veut se focaliser en 2025 sur nos clients qui sont peu actifs. On ne veut pas aller chercher de nouvelles opportunités clients, on veut aller chercher sur peu actifs. Il va être fondamental de clairement définir ce que veut dire peu actif ici, pour que tout le monde soit aligné sur la définition et aille chercher dans le même segment comment est-ce qu'on peut faire mieux. Grâce à ça, on simplifie la recherche des problèmes dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on va pouvoir croiser beaucoup d'équipes sur le même sujet, au même endroit, et donc croiser beaucoup plus de données. Une fois qu'on a défini notre axe stratégique, nos axes stratégiques et notre terrain de jeu, on va passer à la mesure fondamentale pour pouvoir se dire tout au long de l'année, qu'est-ce qui se passe pour nous? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que notre stratégie est répondue? Et là, il va se passer quelque chose d'important, c'est qu'il y a 2 axes de stratégie. Je vais les classifier comme ça. Encore une fois, je serai avec plaisir. Je suis encore là cet après-midi et demain pour débattre de ce que je vais vous partager là, puisque ça peut porter à conversation et à discussion. On n'est pas forcément tous avec la même définition, donc surtout n'hésitez pas. Je le ferai avec plaisir. Mais donc pour moi, la mesure, on a une partie sur le run. Le run, c'est qu'est-ce que l'on sait déjà faire, quels services l'on rend déjà, qu'est-ce qu'on a déjà en production qui fait qu'on a des clients qui achètent notre service et on doit maintenir un certain nombre de choses. Le run va aussi prendre en compte combien, par exemple, de chiffre d'affaires je vais devoir gagner pour m'assurer de pouvoir payer mes locaux, rémunérer mes salariés et continuer à fournir le service l'année d'après. Donc, toute cette partie-là, que parfois on oublie parce qu'une des manières de voir la stratégie, c'est de se dire que dans la stratégie, il n'y a que ce qu'on veut faire de nouveau. Pour moi, il faut ramener la réalité à les équipes doivent aussi assurer la pérennisation de l'activité existante. Et pour ça, on va avoir les indicateurs de type KPI. Key Performance Indicator. Et moi, je les classifie sous 2 axes. Je vais avoir un axe de résultats visés. Donc, c'est quoi qu'on veut atteindre d'ici la fin d'une période. Là-dessus, on va avoir du revenu mensuel récurrent, on va avoir du revenu annuel récurrent, du chiffre d'affaires. On va parler d'argent souvent dans cette partie-là, parce qu'en fait, on se doit de l'atteindre. Sinon, on peut être en risque au niveau de l'entreprise, et ça, c'est important de le savoir, au niveau du produit, au niveau du projet, qu'est-ce qu'on doit apporter comme valeur. Si on n'est pas sur quelque chose de pécunier, il va falloir dénommer comment est-ce que la valeur de ce que l'on doit atteindre est importante d'être mesurée. Et puis, il y a un deuxième axe sur la pérennisation, ce que j'ai appelé plutôt des KPI de productivité.
C'est ce qui va nous permettre de suivre un certain nombre d'éléments plus quotidiennement. Et dès que l'indicateur va bouger en deçà de la ligne où il devrait être, on va pouvoir se mettre une alerte rouge et tous agir dessus. Là-dedans, j'y mets le nombre d'utilisateurs actifs, le panier moyen, le délai de SLA, le taux de tickets qu'on a au côté Customer Success. Voilà, je vais y mettre toutes ces informations-là qui sont importantes à suivre pour se dire que notre service va bien en ce moment ou, attention, on a un risque sur le service qu'on rendait jusqu'à aujourd'hui. Deuxième typologie, le build. Le build, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nouveau, quels sont les changements qu'on veut apporter, quels sont les nouveaux comportements qu'on veut créer, quels sont les nouveaux segments qu'on veut obtenir. Donc ça, c'est toute la partie généralement d'innovation et de change. Ici, on va avoir des indicateurs qui vont être pilotés soit par des objectifs qui résultent, soit par des ambitions impact. Alors la différence entre les deux, c'est simplement le framework, mais la mesure est la même, c'est-à-dire qu'on va poser une ambition avec des impacts, soit des changements de comportement qu'on souhaite mesurer tout au long de l'année, et on va s'assurer que l'ensemble des actions que l'on va faire est en train d'amener les comportements souhaités, et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir ajuster, changer nos actions, pivoter, ou continuer si on a une profonde conviction et qu'on pense qu'il faut juste un peu plus de temps. Pour autant, quand on parle de mesure, il est important d'avoir la loi de Goddard en tête. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Une stratégie doit comporter un certain nombre de mesures. On va y revenir juste après. Et c'est ce nombre d'éléments conjoints qui fait que vous avez une stratégie. À partir du moment où un des éléments de mesure devient votre objectif, ça ne marche plus et votre stratégie en sera déséquilibrée. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de la dernière étape, qui est la plus importante. À l'issue des 4 premières, vous avez posé une stratégie, vous avez convergé sur des indicateurs, sur des axes stratégiques, sur des terrains de jeu, sur votre périmètre et par rapport à là où vous avez du mandat. Et pour autant, maintenant, il faut le mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas le plus petit morceau, c'est même peut-être le plus gros. Pour autant, vous avez fait un premier pas, vous avez écrit quelque chose. Dans la mise en œuvre, il y a plein d'étapes. Première étape, il faut communiquer sur ce que vous avez fait. Il faut communiquer avec qui? Avec vos managers peut-être. En tout cas, c'est sûr avec votre équipe et avec vos collègues avec qui vous allez mettre en œuvre cette stratégie-là. Et puis, vous allez poser la question. Ça, ce sont tous les indicateurs qu'on doit suivre, que ce soit du run ou que ce soit du build. Et comment on les mesure? Est-ce qu'on peut déjà les mesurer aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de mettre des choses en place pour pouvoir les mesurer demain? Est-ce qu'on a tous les éléments? Une fois qu'on sait comment on mesure, on va se dire, OK, ben on fait quoi maintenant? On fait quoi dans les 3 prochains mois pour pouvoir atteindre cette première partie de stratégie? Ça veut dire quoi en termes de choses qu'on va faire? Et surtout, comment est-ce qu'on va les prioriser? C'est quoi la valeur? C'est quoi l'importance? C'est quoi l'urgence? Et ça, si vous faites une stratégie à un niveau qui embarque plusieurs équipes, ce qui va être important, c'est que chaque équipe mesure la valeur de la même manière. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que chacun va avoir son interprétation de la valeur et malheureusement, à la fin, quand on met tout à côté, on ne peut pas comparer. Donc là, l'enjeu, ça va vraiment être de partager les définitions et d'avoir un lexique commun. Une fois qu'on a fait ça, on va se poser une autre question sur chacune des équipes embarquées. Quel est le temps qu'on alloue à du run et quel est le temps qu'on alloue à du build? Question très simple, souvent oubliée. Et c'est là où il va y avoir des surprises. Ah ben moi, mon équipe, on est 50-50. Ah moi, mon équipe, on fait 80% du build, on fait que de l'innovation, on fait un peu de maintien, un peu de run, un peu de pérennisation. Puis une autre équipe, ça va être l'inverse, 90% de run et 10% d'innovation. Ok, mais ça veut dire quoi au quotidien? Et comment est-ce que vous allez influencer la stratégie? Et sur quel morceau? Et cette conversation-là, elle est hyper chouette à avoir avec les équipes. Et puis, il va y avoir une autre chose à prendre en compte, en plus du run et du build, ça va être les injonctions, les demandes, les courts-circuits que vous allez recevoir qui vont arriver, qui vont être inhérents, on ne va pas se mentir, on en a tous, ça nous arrive à tous. La question, c'est de les quantifier, de les mesurer, de voir s'ils ont un lien avec la stratégie. S'ils n'en ont pas, généralement, on se doit quand même de les faire. C'est une de nos redevabilités, ok. Mais on l'écrit, on voit combien ça nous coûte et on voit comment, à la fin, on peut avoir des conversations là-dessus ou le prendre en compte dans le temps de l'équipe. Et enfin, dernière chose, on va communiquer régulièrement sur ce qui se passe entre nos actions et l'avancement sur la stratégie et la cause à effet, puisque c'est ça qui va nous permettre de s'aligner et d'incarner ce qu'on est en train de se dire.
Alors, maintenant, je vais rentrer un peu dans le concret. La première chose qui me semble importante à vous dire ici, c'est il y a une règle de base qui fonctionne pour tout le monde quand on veut faire de la stratégie, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la règle des 3 A. La règle des 3 A, elle dit qu'une stratégie doit être audible, c'est-à-dire qu'elle doit être simple à comprendre, on doit pouvoir facilement la lire, elle est succincte, elle est précise, les phrases ne sont pas énormément verbeuses et généralement on les fait commencer par un verbe d'action. Donc on est sur quelque chose de vraiment concis. Ensuite, elle doit être accessible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir simplement y accéder, elle ne doit pas être cachée, c'est hyper important. Et puis elle doit être accessible en termes de compréhension, c'est-à-dire que chaque mot doit être défini. Tout à l'heure, je vous parlais d'utilisateurs peu actifs dans un des exemples. Ça veut dire quoi pour nous? Ça se trouve entre vous, le marketing, le métier, le support, l'IT. En fait, la notion d'utilisateur peu actif n'a pas du tout la même définition. Et donc, pour éviter les biais et les interprétations, il va être important de la définir. Et enfin, dernière, elle doit être actionnable. Et en ça, elle doit être donc mesurable. Une stratégie actionnable, c'est quelque chose où on peut corréler que nos actions ont eu un impact ou non sur notre stratégie. Et ça va être fondamental. On doit éviter un maximum les interprétations et les croyances. On doit revenir vraiment à quelque chose qui est concret. Une fois que vous avez ça en tête pour une bonne stratégie, mais cette règle des 3 fonctionne dans plein d'autres espaces, vous allez pouvoir vous lancer. Et pour vous lancer, moi, j'ai rien de mieux à vous proposer qu'un Canva. Pourquoi est-ce qu'un Canva, ça peut être intéressant? Parce qu'un Canva, c'est contraignant. Parce que dans un Canva, quand on pose une stratégie, on a des cases qui sont petites. Donc, c'est un peu embêtant. On ne peut pas y écrire plein de choses. Et ça permet d'aligner et de rendre la conversation assez factuelle. Pour ça, je vous propose un Canva, le Product Strategy Canva. Alors, il s'appelle Product Strategy Canva parce que initialement, je l'ai utilisé avec des équipes produits. Pour autant, aujourd'hui, je l'utilise dans plein d'écosystèmes pour des stratégies de transformation agile. Je l'utilise pour des stratégies de business scale-up. Donc, sincèrement, il fonctionne partout. Et puis, je vais vous le détailler un tout petit peu. Alors, il commence par une première partie haute, avec des choses dont je vous ai donné les éléments au démarrage. La vision, que ce soit celle de votre périmètre ou celle de votre entreprise. En tout cas, c'est quoi la vision? C'est vers quoi on veut aller dans 3 à 5 ans. Et puis, vos piliers. Alors là, encore une fois, j'ai mis les piliers. On peut mettre les valeurs, on peut mettre votre North Star, on peut mettre en tout cas les 2 à 3 éléments qui nous semblent clés à 3-5 ans pour votre entreprise, pour votre département, pour votre service, pour votre projet. Ensuite, je vous propose 3 espaces pour les axes stratégiques, le terrain de jeu, et après je reviendrai sur la dernière partie. Pourquoi 3? Parce que généralement, ça nous permet déjà d'avoir une contrainte, et ça nous permet d'avoir la bonne conversation. De manière globale, ce que je vois souvent se faire, c'est qu'on a le premier axe stratégique qui va être plutôt orienté sur du run, sur de la pérennisation, et on va avoir 2 axes orientés sur du changement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des axes qu'on aura fait dans le run qui vont venir nourrir du build et inversement. Les 2 se nourrissent naturellement. Et puis c'est pareil, je propose 2 terrains de jeu. Encore une fois, on peut en avoir qu'un pour un axe, on peut en avoir 2 pour un deuxième. C'est un Canva, il est là pour vous contraindre, mais vous pouvez aussi l'adapter par rapport à votre besoin. Et puis tout en bas, j'ai mis une condition transverse. Et la condition transverse, elle est assez importante pour plusieurs raisons. Elle peut servir dans des écosystèmes qui ont une forte contrainte RSE, où il va y avoir du coup une contrainte à prendre en compte dans la stratégie, mais quel que soit ce que l'on fait, que ce soit du run ou du build, il faut prendre en compte cette contrainte RSE. Et puis, parfois, on a des écosystèmes qui ont un sujet. J'ai pu voir, par exemple, ici, le bien-être des collaborateurs qui soit clé, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de stratégie, on n'ira pas à un endroit au détriment des équipes, au détriment de leur bien-être. Ça peut être un endroit, un espace pour poser un message fort à l'écosystème également. Troisième espace, la partie run. Alors, le Canva propose 6 cases au total. On n'est pas obligé de toutes les remplir. Moi, ma recommandation, c'est qu'on ait une dizaine d'indicateurs maximum là-dedans. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, mesurer et suivre les indicateurs, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et donc, en étant frugal, ça nous permet aussi d'être plus efficace.
On va avoir donc les indicateurs de résultats visés avec la notion de lagging, donc des indicateurs à retardement, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un certain nombre d'actions et d'impacts avant d'en avoir le bénéfice. Et puis les indicateurs de leading, c'est ceux qu'on va pouvoir mesurer avec un impact qu'on va pouvoir avoir en direct et sur lesquels on va pouvoir influencer plus rapidement. Et enfin, dernier espace, la partie build. Là, encore une fois, ma proposition, c'est qu'il y ait au maximum 6 KR, si on est en méthode OKR avec 2 à 3 objectifs pour 2 à 3 KR. Si on est en approche sans le framework OKR, on peut poser 2 ambitions sur du build avec les impacts de changement que l'on souhaite de la même manière, sans la contrainte du framework. Donc ça fonctionne pareil. Une fois que je vous ai donné ces éléments-là et que vous avez ce Canva, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer de le remplir une première fois? Que vous soyez seul ou accompagné, essayez de compléter les choses. Et puis en testant, ça va vous permettre finalement de valider vos hypothèses, d'avoir des conversations intéressantes et un alignement qui va se faire. Et puis ça va vous permettre de voir si vous avez été trop ambitieux, pas assez ambitieux, si votre vision de ce qui doit se passer dans l'année, elle est finalement partagée ou pas, et qu'est-ce qui grince. Et grâce à ça, vous allez pouvoir échanger et avoir des chouettes conversations avec vos managers, avec vos collègues, avec vos collaborateurs, avec vos autres équipes projets, pour pouvoir avancer ensemble, parce qu'en fait, avoir une pierre à casser, c'est vachement plus simple que de rien avoir du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Je vous ai dit plein de choses pendant cette première partie-là, donc j'ai essayé de vous faire une synthèse, et je vous ai fait un petit récapitulatif. Alors, tout d'abord, première étape, c'est quoi mon périmètre à moi, sur quoi j'ai du mandat et sur quoi j'aurais envie, et une capacité à poser une stratégie. Seul ou accompagné, ça c'est à vous de le voir, et quel est finalement votre cadre de décision. Ensuite, récoltez les infos que vous avez, tous les inputs que vous avez pu avoir, tous les apprentissages que vous avez faits, et puis vous venez aussi avec votre expertise, votre ancienneté, ce que vous connaissez sur votre périmètre. Comment vous prenez les décisions? Qu'est-ce qui fait que c'est cet indicateur-là plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que c'est cet axe stratégique sur ce terrain de jeu-là plus qu'un autre? Ça, c'est important que vous soyez au clair. Vous avez vu, le Canva contraint, donc c'est important. Au démarrage, on va mettre plein d'idées. Comment est-ce qu'on arrive à converger tous ensemble? Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, on remplit le Canva avec la vision, les axes stratégiques, les terrains de jeu, la condition transverse si c'est pertinent. Et puis ensuite, on va définir les indicateurs sur le run avec les KPI de productivité, ce qu'on va vouloir regarder régulièrement, et puis ceux de résultats visés. Ensuite, on va définir les OKR avec qu'est-ce qu'on veut changer, quels sont les nouveaux comportements qu'on voudrait avoir et obtenir. Et enfin, on va communiquer régulièrement et mesurer régulièrement. Ça va être fondamental. Pourquoi? Pour arriver ici. Et finalement, poser une stratégie, c'est nous permettre d'apprendre plein de choses, de prendre des décisions de manière éclairée, et ce, au fur et à mesure de notre année, pour avoir du sens dans ce qu'on fait et avoir finalement beaucoup plus d'engagement dans notre quotidien. Alors j'espère que vous allez avoir à l'issue de notre temps ensemble de nouvelles convictions, peut-être même des nouvelles règles, en tout cas j'espère un nouvel outil. Vos nouvelles convictions, en tout cas celles que je vous propose, c'est l'importance de simplifier comment on écrit une stratégie et comment on la définit. Il ne faut pas 1000 éléments pour pouvoir en faire une. C'est pas si compliqué que ça. Vous avez tous les connaissances pour pouvoir, à votre niveau, votre périmètre, la définir et amener de la clarté. La règle des 3A, il ne faut pas l'oublier, elle est pratique et elle nous permet de nous rappeler que si c'est trop complexe, si ce n'est pas accessible, si elle n'est pas comprise, on n'arrivera pas à engager les gens. Et enfin, la nécessité d'avoir un alignement entre tout le monde et d'incarner cette stratégie au quotidien avec du suivi. Du coup, les règles, c'est d'en parler souvent. Que l'ensemble des actions que vous faites, par exemple, vous avez une roadmap aujourd'hui et puis demain, vous décidez sur cette roadmap de faire le Canva et de poser une stratégie. Je vous donne un petit exo. Vous prenez après l'ensemble des éléments de la roadmap et puis vous faites un mapping. Quels éléments répondent à quelle partie de la stratégie? Ça va nourrir quoi? Quel est le lien? S'il y a des éléments qui ne répondent pas, qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Pourquoi c'était important? Est-ce qu'on a oublié quelque chose côté stratégie? Ou est-ce que là, c'est une injonction et c'est important qu'on le sache? Ça va permettre d'avoir ces conversations-là et de se dire, OK, non, finalement, dans notre quotidien, dans notre roadmap, on a des éléments de run, on a des éléments de build, et puis on a des éléments d'injonction, et voilà le poids, la répartition, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelles sont les nouvelles décisions qu'on prend? Du coup, on va pouvoir mesurer régulièrement pour valider des hypothèses ou pas.
et apprendre finalement, apprendre des choses grâce à l'expérimentation. Et puis un nouvel outil pour une stratégie simple, un Canva. Moi, je vous fais la proposition de celui-ci parce qu'il vous permet finalement de regrouper l'ensemble des éléments. Alors, il vous reste finalement plus qu'une seule chose à faire. Eh bien, c'est oser. Oser pour vous lancer pour une première fois et puis poser votre stratégie. Alors, je vous propose de télécharger, si vous voulez, gratuitement le Canva. Il est accessible avec le QR code. Donc, je vous laisse le prendre en photo pour ceux que ça intéresse. Et si vous êtes curieux et que vous avez envie de savoir d'autres choses, vous pouvez retrouver... je laisse. Je pense que l'orga partagera aussi les slides à l'issue. Et si vous êtes curieux sur des sujets autour de la stratégie, de l'impact et des OKR, vous pouvez retrouver la majorité de ces contenus qui sont accessibles gratuitement en ligne, sauf le livre du milieu, qui est la boîte à outils de la méthode OKR rédigée par Laurent Morisseau, dont j'ai fait la préface, qui est, lui, à l'achat. Voilà. Alors, merci à vous, merci de votre écoute, et merci à Gilles Niort pour ce moment. Et je crois qu'il y a un petit QR code pour les feedbacks à l'issue de la session. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation, Tiffany. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour, merci. C'est pas vraiment une question, c'est plus merci. Quelque chose c'est beaucoup aimé, le fait que c'est à toutes les échelles qu'il y a de la stratégie. Parce que trop souvent, en fait, on se retrouve avec un document qui a été fait sur un coin de table entre, je sais pas, un PO, un PM ou un BO, et en fait, qui ensuite va alimenter tout le service, etc. Et je trouve que ça va dans ce sens-là où c'est important qu'à chaque étape et à chaque niveau, on se soit posé ces questions-là pour qu'il y ait vraiment une direction et qu'on ne se retrouve pas avec on va dire des planifications et des stratégies et orientations contradictoires partout. Merci. Oui. Je te fais courir. Ah, ça va bien. Hop là, pardon. Ah. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super instructif. Et en plus, il y a des ressources à la fin, donc le Canva là. Ma question, c'est... J'aime bien le côté, chacun peut faire la stratégie à son niveau, etc. Donc, j'ai envie de prendre cette action-là. C'est-à-dire que je vais faire ma stratégie, fais mon Canva, mais à un moment donné, comment est-ce que, d'après votre expérience, comment on le diffuse, comment est-ce qu'on va intéresser les gens autour? Parce que ce qui arrive souvent, ça arrive avec la stratégie, mais ça arrive avec la roadmap aussi, c'est qu'on pond le truc et ça n'intéresse personne. Et du coup, c'est désintéressé. Et au bout de 6 mois, on va se dire, bah tiens, c'était quoi qu'on a pondu déjà? Et on va revenir, mais c'est déjà trop tard. Et comme vous dites tout à l'heure, les hypothèses, comment on intéresse les gens autour? On a fait l'exercice. Comment on va communiquer? C'est quoi la bonne stratégie pour communiquer tout ça, en fait? Parce que sinon, ça part en désuétude et ça sert que à une personne, en fait. Alors, il y a plein de réponses possibles en fonction des scénarios dans lesquels vous êtes. Donc, je vais essayer d'en donner les majoritaires que je connais. Premier scénario, vous avez un management qui est intéressé, mais qui passe pas à l'action pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, mais en tout cas qui passe pas à l'action. Dans ce cas-là, la première chose à engager, c'est de poser des choses et d'aller confronter avec eux. Et si eux montrent un engagement plus, c'est là où on se dit, OK, on va expérimenter au niveau équipe, on va mettre en place des actions, on va lier nos roadmaps à notre stratégie, on va mesurer régulièrement. Et généralement, dans cette situation-là, vu qu'on va mesurer l'avancement des indicateurs qui ont été posés, les quelques indicateurs, ils aiment avoir une notion chiffrée. Et donc, pour les équipes, c'est mettre en valeur leurs actions au regard du chiffre. Et si on voit que des chiffres avancent pas dans le bon sens, c'est pouvoir mettre plutôt en avant les problématiques et ce qui va pas. Dans une situation où on a un management plutôt neutre, en tout cas, c'est pas son sujet. Et là, c'est plus avec les équipes ou les collègues avec qui, comment est-ce qu'on fait?
Ça dépend des symptômes que vous vivez en termes des choses que vous voyez en amont. J'en parlais, les 3 plus gros symptômes, le désengagement, la problématique de décision, la problématique de est-ce qu'on connaît bien nos problèmes. Et en fait, moi, j'appuie mon discours beaucoup là-dessus. J'essaie d'identifier lequel de ces 3 patterns. Il peut y en avoir d'autres. C'est les 3 les majeurs que je rencontre. Et en fonction des 3 patterns, on essaie de dire, OK, on n'arrive pas à prendre des décisions, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que si on se pose des choses factuellement et qu'on mesure ce qui se passe, la seule chose à laquelle je vous invite à être hyper vigilant, c'est qu'à partir du moment où on met en place de la mesure, on va mettre en place une forme de suivi, et cette suivi peut être interprété comme étant du reporting pour les équipes, et donc peut être mal vécu. Parce que si le reporting est, potentiellement, on peut se retourner contre eux, et donc ils peuvent se sentir comme étant scrutés, visés, je ne sais pas quel est le bon terme en tout cas. Donc là-dessus, ça va être de les inviter pas à faire du suivi de mesure pour du reporting, mais du suivi de mesure pour prendre des décisions et pour pouvoir avoir des bons arbitrages. Et donc ça va être dans la manière dont on mesure et dont on suit chacun des indicateurs, où il va falloir faire attention à ce que l'on met comme données dedans pour s'assurer qu'elles nous permettent de prendre des décisions et non de venir pointer du doigt sur « Ah oui, mais un tel, il a fait plus vite le projet qu'un tel. » Oui, mais en fait, si un tel a fait plus vite, il y a peut-être plein de raisons qui ont amené à. On part tous du principe que tout le monde a de bonnes intentions. Donc, qu'est-ce qui fait que ça l'a emmené à prendre plus de temps ou à prendre une décision qui n'est pas forcément la bonne? Pardon, j'ai un peu fait large, mais voilà. C'est nickel, merci. Ça me permet de sortir du côté frugalité, donc on va pas faire. Donc, Ouais. ok. Éventuellement une dernière petite question? Du coup, on va te remercier encore une fois. Merci à vous, Fanny. merci de votre écoute.